Les combats dans la bande de Gaza se sont poursuivis ce week-end, avec l'élimination de centaines de terroristes et la destruction d'infrastructures terroristes, tandis que plus de 800 000 habitants auraient quitté la ville de Gaza, la barrière de la peur ayant disparu. Après le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations unies, tous les regards se tournent vers sa rencontre avec le président américain Donald Trump, qui a un plan en 21 points qui comprend non seulement la libération des otages et la fin de la guerre dans la bande de Gaza, mais aussi les questions liées aux zones administrées par l'autorité palestinienne en Judée et en Samarie. Nous vous communiquerons tous les détails de ce plan américain. Pendant ce temps, les dirigeants européens cèdent à des groupes marginaux et selon l'échelon des services de renseignement, Israël doit se préparer à des scénarios extrêmes. Dans le cadre de ces préparatifs, l'ambassadeur des États-Unis en Israël effectuera une visite historique en Égypte cette semaine et examinera certaines des questions qui seront sur la table. Au nord, il y a une autre série de questions à discuter entre Israël et le régime al-Julani en Syrie. Beaucoup se demandent ce qu'Israël aurait à gagner d'un accord avec ce régime et nous allons examiner cette situation de plus près. Plus loin, des sanctions ont été réimposées à l'Iran à la suite de l'échec des négociations sur le nucléaire et bien sûr, le régime de l'ayatollah fait la seule chose qu'il sait faire, à savoir menacer les puissances européennes et faire des prédictions sombres sur leur disparition imminente. Bienvenue dans l'émission Boots on the Ground. Je suis Yair Pinto, depuis Jérusalem, la capitale d'Israël, et nous vous présentons le reportage qui rassemble toute la vérité sur ce qui se passe en détail. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, Tsahal a déclaré que des terroristes avaient été éliminés, que ses forces avaient découvert de nombreuses armes et qu'elles avaient pénétré plus profondément dans la ville de Gaza. Et selon les estimations, plus de 800 000 résidents palestiniens ont quitté la ville pour se rendre dans les zones humanitaires. Cela facilite grandement les manœuvres nécessaires des forces de défense israéliennes à l'intérieur de la ville. Mais ces mouvements restent entravés par la résistance acharnée des terroristes du Hamas. Cependant, le président des États-Unis, Donald Trump, a un plan en 21 points pour régler toutes les questions liées aux Palestiniens. Et jeudi, dans notre prochain rapport, nous vous parlerons de la réunion qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et pour vous donner quelques indices, le plan prévoit le démantèlement des camps de réfugiés, l'annulation du statut de réfugié et le retrait de l'UNRWA de Judée-Samarie. Les responsables des services de renseignement israéliens estiment avec une forte probabilité que le plan en 21 points du président américain sera mis en œuvre et ont noté que la plupart des clauses conviennent à Israël, mais le Premier ministre cherche à en modifier certaines avant sa rencontre avec le président à la Maison-Blanche lundi. Et à Jérusalem, ils accusent Doha, au Qatar, d'être à l'origine de la pression internationale et des sanctions contre Israël et mettent en garde contre une action coordonnée à laquelle l'Espagne et le Maroc participeront également. Par ailleurs, alors que les tensions entre Israël et l'Égypte au sujet de la guerre dans la bande de Gaza continuent de couver, l'ambassadeur Mike Huckabee devrait se rendre au Caire dans les prochains jours, marquant ainsi la première visite officielle d'un ambassadeur américain en exercice dans cette ville depuis des décennies. Selon le New York Times, les discussions qu'il aura là-bas avec des hauts responsables égyptiens porteront principalement sur la campagne dans la bande de Gaza et sur le nouveau plan du président Trump pour y mettre fin. Ailleurs, le mécanisme de rétablissement des sanctions contre l'Iran est entré en vigueur après l'échec des tentatives chinoises et russes visant à les retarder au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, après une décennie, les sanctions sévères des Nations Unies contre l'Iran sont de retour, notamment un embargo sur les armes, le gel des avoirs iraniens dans le monde entier et l'interdiction d'entrée des Iraniens dans divers pays. Dans ce contexte, un haut fonctionnaire iranien a refusé aux inspecteurs de l'AIEA l'accès à plusieurs installations nucléaires. Et les ambassadeurs iraniens en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne ont été convoqués pour des consultations à la lumière du retour des sanctions des Nations Unies. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a ironisé à l'égard de Netanyahou, légendant une photo prise lors du discours à l'ONU, alors que de nombreux pays et délégations quittèrent la salle par ces mots « l'entité la plus isolée au monde », selon Khamenei.
Il n'a pas été le seul à commenter cette sortie massive qui a également fait la une des journaux du monde entier. Nous avons beaucoup de détails à vous communiquer sur cette situation. Nous allons donc nous y plonger. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre reportage de Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 723e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui reçoivent leurs ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de nous aider à diffuser la vérité. Vous pouvez le faire en partageant ces vidéos, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en veillant à ne suivre que les comptes officiels de Yair Pinto et Mati Shoshani. Et puis vous pouvez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton « J'aime » et surtout, appuyer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Les forces de l'équipe de combat de la brigade d'infanterie Givati, sous le commandement de la 162e division, se battent actuellement dans la zone du village de Jabalia, dans la bande de Gaza et à la périphérie de la ville de Gaza, dans les parties nord de la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes ont donc déclaré que l'activité des forces à la périphérie de la ville de Gaza permettait d'étendre les combats plus profondément dans la région et d'empêcher les organisations terroristes de s'y retrancher. Samedi soir, le service de presse des forces de défense israéliennes a publié des images montrant l'élimination aérienne de terroristes à Gaza après qu'ils aient été repérés en train de creuser le sol pour y placer des explosifs. Lors d'une frappe précise de l'aviation israélienne, les terroristes ont été éliminés sans que nos forces ne subissent de pertes. Au cours du week-end, Tsahal a annoncé qu'un kamikaze portant une veste explosive avait été éliminé à proximité des forces de l'armée dans la ville de Gaza. Et selon les forces de défense israéliennes, les forces de la division 98 qui l'ont identifié ont lancé une frappe aérienne contre lui. Après qu'il ait été touché, elles ont également remarqué des explosions secondaires qui indiquaient la présence d'engins explosifs sur lui. De plus, au cours des dernières 24 heures, des terroristes ont été éliminés et les forces ont découvert de nombreuses armes, notamment des missiles anti-chars, des roquettes, des charges explosives et des armes à feu. Les forces de la 162e division, opérant dans la ville de Gaza, ont frappé un bâtiment depuis lequel des terroristes du Hamas observaient les forces de défense israéliennes, ainsi que des infrastructures terroristes souterraines et ont neutralisé les charges explosives placées dans ces zones. Les forces de la division 36 ont également poursuivi les combats dans la région de Gaza City. Et au cours des dernières 24 heures, des infrastructures terroristes souterraines et en surface ont été détruites et les terroristes qui représentaient une menace pour les forces ont été éliminés. Samedi soir, Tsahal a commencé pour la première fois à mener des opérations terrestres dans la zone du quartier El Sabra à Gaza, ce qui indique un approfondissement de la manœuvre terrestre. L'opération a été précédée par la destruction délibérée de véhicules blindés piégés par les forces de défense israéliennes contre des infrastructures terroristes également situées dans les rues El Nasser et El Jalal de la ville. L'armée de l'air est également intervenue au cours des dernières 24 heures, frappant environ 120 cibles, notamment des bâtiments militaires, des terroristes et d'autres infrastructures terroristes. Et au milieu de toute cette activité intense, selon des sources du commandement sud des forces de défense israéliennes, plus de 800 000 Palestiniens ont quitté la ville de Gaza et se sont déplacés vers le sud malgré les menaces du Hamas et ses tentatives pour les empêcher de passer. Cependant, il reste des concentrations de population d'un peu plus de 200 000 personnes dans des tentes et des bâtiments qui servent de boucliers humains au Hamas. Le déplacement de la plupart des habitants hors de la ville n'était pas un accident, mais le résultat d'un plan en 3 phases mis en œuvre par les forces de défense israéliennes au cours des dernières semaines. La première étape a consisté en une distribution massive de tracts, principalement largués depuis les airs, alors que la population palestinienne s'interrogeait sur les intentions de Tsahal et se demandait si celle-ci allait réellement pénétrer au cœur de la ville de Gaza. La deuxième étape consistait en des frappes ciblées sur la ville de Gaza qui méritaient d'être menées pour elles-mêmes, mais qui servaient également à convaincre un grand nombre d'habitants que les forces de défense israéliennes ne plaisantaient pas et qu'ils devaient prendre au sérieux les ordres d'évacuation. Mais malgré tout, ce n'est que lorsque des frappes massives ont commencé, notamment la démolition des tours d'observation et de communication utilisées par le Hamas, qu'un grand nombre d'habitants ont commencé à quitter la ville.
Cela s'est accompagné de mouvements de troupes dans les quartiers centraux de la ville et ces dernières nuits, les forces de défense israéliennes ont intensifié leurs tirs contre les cibles terroristes. Chaque nuit, l'armée de l'air a frappé plus de 130 cibles. Les forces de défense israéliennes étendent les zones de la ville de Gaza sous leur contrôle direct à 2 zones où se concentrent les populations qui ont fui leurs maisons dans les zones de combat et vivent dans des tentes dans le quartier de Rimal et au port de Gaza. Le déplacement de la population de cette zone marquera une étape critique dans cette guerre, car la prochaine étape visera le cœur de la ville de Gaza, où se concentrent des milliers de terroristes du Hamas. Avant de passer à l'Iran, je voudrais partager quelques réflexions sur certains des événements auxquels nous avons assisté au cours de la semaine dernière. L'Europe se débat avec son identité. De nombreux citoyens ordinaires craignent de perdre leur identité nationale et se sentent également menacés par la poursuite de l'immigration clandestine et la propagation de l'islam. Ces préoccupations se sont traduites par de grands rassemblements dans plusieurs pays européens, des campagnes politiques locales et un mécontentement généralisé. Mais les élites qui se définissent comme telles dans la société européenne ont largement rejeté ces efforts comme étant le fait d'extrémistes marginaux, de groupes haineux, etc. Ces soi-disant élites n'ont que du mépris et du dédain pour ceux qui ne veulent pas adhérer à leur programme ou qui ne partagent pas leur idéologie et leurs convictions. Ce comportement typique des soi-disant élites du continent, et en particulier des chefs de gouvernement, dont la plupart s'identifient à la gauche de l'échiquier politique, s'est traduit par la volonté pressante de reconnaître un État palestinien. Cela constitue une récompense pour le Hamas qui a perpétré le massacre du 7 octobre et conduit le Moyen-Orient qui était sur le point d'étendre les accords d'Abraham, aboutissant à l'accord de normalisation israélo-saoudien à une guerre dévastatrice impliquant plusieurs pays. La destruction de la bande de Gaza est entièrement imputable au Hamas. Mais c'est un fait que beaucoup de ces soi-disant élites trouvent gênant et qu'elles ignorent donc tout simplement. Le détachement des dirigeants européens vis-à-vis d'une compréhension fondamentale du Moyen-Orient, parallèlement à leurs efforts continus pour apaiser les radicaux dans cette région, est illustré par les propos du Premier ministre britannique et chef du Parti travailliste de gauche, Keir Starmer, qui a expliqué pourquoi le gouvernement de Sa Majesté avait décidé de reconnaître un État palestinien. Son argument central est que la reconnaissance d'un État palestinien est un acte essentiel pour la réconciliation et la normalisation au Moyen-Orient et constitue un rejet des éléments extrémistes qui ne veulent pas la paix. En réponse aux appels lancés par les partis d'opposition britanniques, le Parti réformiste et le Parti conservateur, qui ont fait valoir que reconnaître un État palestinien à ce stade reviendrait à récompenser le terrorisme du Hamas, Starmer a répondu que cette mesure allait à l'encontre de la vision du Hamas. Le Premier ministre britannique a même promis que l'État palestinien dirigé par Abou Mazen serait démilitarisé et ferait l'objet de réformes et que le Hamas ne ferait pas partie des futurs gouvernements. Malgré la déclaration de Starmer concernant le Hamas, une position qui, comme indiqué, reflète l'opinion dominante parmi de nombreux dirigeants européens, pour la plupart situés à gauche de l'échiquier politique, il est important de noter que le peuple palestinien pense autrement. En mai 2025, un sondage d'opinion publique a été réalisé par le groupe de réflexion Palestinian Center for Policy and Survey Research, dirigé par le professeur Khalil Shikaki, qui mène chaque trimestre des sondages d'opinion publique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza depuis 1993. Ce sondage montre clairement que l'opinion publique palestinienne souhaite voir le Hamas au pouvoir. Dans ce contexte, je pense qu'il est également important de noter que le Hamas a été l'un des premiers à publier une déclaration remerciant le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et d'autres gouvernements occidentaux d'avoir reconnu l'État palestinien. Si, comme l'affirme le Premier ministre Keir Starmer et d'autres chefs d'État occidentaux, cette décision va à l'encontre des intérêts du Hamas, alors pourquoi le Hamas s'en réjouit-il autant ? Je trouve étonnant qu'aucun membre de ces élites européennes n'ait jamais pris la peine de demander au peuple palestinien, dont ils prétendent tant se soucier, ce qu'il pense réellement de tout cela et pourquoi il ignore ce genre de déclarations publiques faites par des groupes terroristes. C'est ce qu'on appelle le racisme mou des faibles attentes.
lorsque les gouvernements occidentaux affirment au monde entier que les peuples et les pays non occidentaux veulent et croient vraiment quelque chose, tout en ignorant complètement ce que ces peuples, organisations et gouvernements non occidentaux disent et font réellement. Et d'ailleurs, au sein de la gauche européenne, certains continueront d'affirmer que le Hamas est une organisation légitime qui représente le peuple palestinien et qu'Israël doit négocier avec elle. En effet, la naïveté de l'Europe à propos du conflit israélo-palestinien se renouvelle à chaque fois et l'État hébreu doit donc également se préparer au jour où certains diront que la démocratie palestinienne, même si elle choisit la terreur et la violence, est ce dont il faut tenir compte. Après tout, les Palestiniens de la bande de Gaza ont voté pour le Hamas lors des dernières élections. Quoi qu'il en soit, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans ce domaine, alors continuez à diffuser la vérité, partagez, suivez-nous et surtout, priez pour cette situation et si vous souhaitez nous aider à toucher davantage de personnes sur YouTube, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est ainsi que fonctionne l'algorithme. Passons maintenant aux actualités en provenance d'Iran. Dans la nuit de samedi à dimanche, les sanctions Snapback, un mécanisme prévu dans l'accord nucléaire de 2015, plan d'action global conjoint, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sont entrés en vigueur. Cette décision fait suite à une tentative infructueuse des diplomates chinois et russes de la retarder. Cela fait également suite à plusieurs semaines au cours desquelles l'Iran a refusé d'examiner sérieusement plusieurs propositions visant à relancer les négociations nucléaires avec les États-Unis et les puissances européennes, ainsi qu'à son refus obstiné de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Par conséquent, après le feu vert du Conseil de sécurité, les lourdes sanctions sont revenues en vigueur 10 ans après avoir été levées. Ces sanctions comprendront un embargo sur les armes, une interdiction d'enrichir et de retraiter l'uranium, une interdiction de lancer des missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires ou de mener des activités liées à ces missiles, ainsi qu'une interdiction de transférer des technologies liées aux missiles balistiques. Elle prévoit également le gel des avoirs iraniens dans le monde entier et l'interdiction d'entrer sur le territoire de divers pays pour les ressortissants et les entreprises iraniens, ainsi que l'autorisation pour les États de fouiller les avions et les navires des compagnies aériennes et maritimes iraniennes afin de s'assurer qu'ils ne transportent pas de marchandises interdites. Les responsables iraniens ont immédiatement commencé à protester contre le fait que les Nations Unies n'avaient pas le pouvoir d'imposer ces mesures, que les gouvernements européens n'avaient aucune raison morale ou légale de prendre ces mesures, etc. Toutefois, en Europe et aux États-Unis, ils ont souligné dès l'entrée en vigueur des sanctions que cela ne mettait pas fin à la diplomatie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Téhéran à accepter des négociations directes en toute bonne foi, tout en demandant à tous les pays d'appliquer immédiatement les sanctions afin de faire pression sur l'Iran. De leur côté, les pays de l'E3, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont publié une déclaration commune affirmant que Téhéran avait violé à plusieurs reprises ses engagements au titre de l'accord sur le nucléaire et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'activer le mécanisme de rétablissement des sanctions. Nos pays continueront à s'efforcer de trouver des voies diplomatiques et de mener des négociations. Les pays ont également noté que ces décisions ne sont pas nouvelles. Elles comprennent un ensemble de sanctions et d'autres mesures restrictives imposées précédemment par le Conseil de sécurité et portant sur les activités de prolifération de l'Iran. Ces mesures ont été levées lorsque l'Iran s'est engagé à maintenir un programme nucléaire à des fins pacifiques uniquement. Lorsque l'Iran a violé ses engagements, nous avons été contraints de revenir à la force. En août, les équipes de négociation européennes ont informé le Conseil de sécurité que l'Iran avait violé la quasi-totalité des engagements qu'il avait pris. Elles ont donné 1 mois à Téhéran pour se raviser, mais les discussions menées avec le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et d'autres responsables n'ont pas permis de démontrer la volonté de l'Iran de revenir à la voie diplomatique. Les Européens ont exigé une coopération totale avec l'agence, l'accès aux sites nucléaires et une comptabilité pour plus de 400 kg d'uranium enrichi, mais ils n'ont reçu aucune réponse. À mon humble avis, le régime des ayatollahs ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même pour la mauvaise situation dans laquelle il se trouve. Mais je ne suis pas du tout surpris de les voir blâmer tout le monde sauf eux-mêmes.
Nous connaissons tous des personnes qui agissent ainsi, et les psychologues ont d'ailleurs un terme pour désigner ce comportement, le narcissisme. C'est déjà grave quand un individu agit ainsi, mais quand un régime qui dirige l'un des pays les plus importants au monde sur le plan géostratégique, avec une population d'environ 75 millions d'habitants et une grande partie des réserves énergétiques mondiales, agit ainsi, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les habitants de la planète, pas seulement pour les Iraniens ou les Israéliens. Quoi qu'il en soit, les agences de renseignement occidentales estiment que l'impact économique direct du renouvellement des sanctions sera limité, car des sanctions américaines sévères sont déjà en vigueur contre l'Iran. Néanmoins, il y a des implications politiques et diplomatiques, surtout à l'avenir si une initiative pour un nouvel accord nucléaire est renouvelée. Il n'est pas certain que l'Europe s'associe à une nouvelle levée des sanctions. Pour sa part, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé que ses inspecteurs ont commencé à travailler dans les installations nucléaires iraniennes cette semaine, mais le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ibrahim Aziz, a complètement démenti cette information. Aziz a affirmé que les activités d'inspection des installations nucléaires endommagées n'étaient qu'un vœu pieux du directeur de l'agence, Raphaël Grossi, et a qualifié de mensonges médiatiques les rapports faisant état de la présence d'inspecteurs de l'agence. Dans une déclaration faite vendredi, Aziz a également déclaré avoir contacté les responsables de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique qui ont nié l'arrivée des inspecteurs de l'AIEA. Il a accusé Grossi de chercher à réaliser l'objectif américain et a affirmé que les Américains voulaient savoir ce qu'il était advenu de nos sites nucléaires. Parallèlement, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que les États-Unis exigeaient la remise de tout l'uranium enrichi et de tous les matériaux se trouvant en Iran. Il a ajouté que l'Iran était parvenu à un accord avec les Européens sur cette question, mais que la position des États-Unis était différente. Le président iranien a souligné que son pays préférait rester sous sanctions plutôt que de remettre tout l'uranium aux Américains. Et une fois de plus, cela ne devrait surprendre personne. Le régime des ayatollahs, qui dirige l'Iran, a démontré à maintes reprises qu'il ne se souciait pas de son propre peuple tant qu'il pouvait poursuivre son programme nucléaire et d'autres activités malveillantes. Continuez donc à diffuser la vérité, partagez ces vidéos avec tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe en Israël. C'est notre meilleur moyen de lutter contre tous ces mensonges, toutes ces propagandes. Alors si vous aimez ça, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Passons maintenant à l'arène septentrionale d'Israël. Le portail d'information israélien Kan News a rapporté samedi soir que l'organisation terroriste Hezbollah au Liban se préparait à un scénario dans lequel l'État libanais tenterait de saisir ses armes par la force. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, s'est exprimé samedi soir lors du rassemblement organisé en mémoire de Hassan Nasrallah, un an après son assassinat. Dans son discours, Qassem a appelé le gouvernement libanais à remplir ses obligations en matière de reconstruction du Liban, de retrait d'Israël, de cessation des hostilités dans ses frappes et de libération des prisonniers libanais détenus par Israël. Il a également déclaré que son organisation ne déposerait pas les armes et a exigé que le gouvernement libanais place la souveraineté nationale au sommet de ses priorités et ne permette pas à Israël de rester au Liban. Malgré la défaite cuisante qu'il a subie face à Israël lors du conflit de l'année dernière, le Hezbollah ne semble pas avoir perdu son désir d'affronter les forces de défense israéliennes et parallèlement, il se prépare également à tenter de s'engager auprès des djihadistes sunnites qui ont pris le contrôle de la Syrie sous la direction d'Abu Mohamed al-Joulani. Le Hezbollah est très préoccupé par la politique d'al-Joulani, en particulier par sa volonté d'établir de bonnes relations avec Israël. Il existe également un différend entre le Hezbollah et ses groupes djihadistes sunnites qui remontent à plus d'une décennie lorsque le Hezbollah est intervenu dans la guerre civile syrienne. Comment ce différend sera-t-il réglé? Nous pourrions le savoir très bientôt. Nous passons maintenant à un rapport diplomatique très important. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, devrait se rendre au Caire dans les prochains jours et s'entretenir avec de hauts responsables égyptiens. Cette annonce a été faite samedi soir au New York Times par le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem dans un contexte de relations tendues entre Israël et l'Égypte à la suite de la guerre dans la bande de Gaza.
3 responsables aux États-Unis et au Moyen-Orient ont déclaré au journal américain que les discussions porteraient principalement sur la guerre à Gaza et qu'il s'agissait de la première visite officielle en Égypte d'un président américain en exercice. Il s'agit de la première visite officielle en Égypte d'un ambassadeur américain en poste en Israël depuis des décennies. Huckabee devrait notamment rencontrer le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badar Abdelati. Les fonctionnaires qui ont parlé au New York Times ont déclaré que M. Huckabee devrait, au cours de sa visite, aborder les tensions entre les deux pays et 2 d'entre eux ont ajouté que les discussions porteront également sur le nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza que le président Trump a partagé avec les dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine. Il convient de noter que l'Égypte reçoit une aide militaire importante des États-Unis d'Amérique et il convient également de noter que le rôle que jouera dans les négociations l'ambassadeur des États-Unis en Égypte, Error Mustafa Garag, nommé sous l'administration Biden, reste encore incertain. L'Égypte a critiqué l'opération militaire lancée ce mois-ci par les forces de défense israéliennes à Gaza, où près d'1 million de Palestiniens vivaient récemment, craignant que les combats ne poussent des centaines de milliers d'habitants de Gaza à franchir la frontière égyptienne pour se réfugier dans la péninsule du Sinaï. Cela ne s'est pas produit et les responsables israéliens ont récemment fait part à Washington de leurs inquiétudes concernant le renforcement militaire de l'Égypte dans la péninsule du Sinaï qui borde Israël et Gaza. Le gouvernement égyptien a déclaré la semaine dernière, en réponse aux informations faisant état d'un renforcement des troupes à la frontière, que les forces étaient présentes dans le Sinaï pour défendre les frontières de l'État contre toute menace. L'Égypte a également rejeté les affirmations d'Israël selon lesquelles le déploiement de ses forces constituait une violation du traité de paix entre les deux pays. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badar Abdelati, a prononcé hier soir un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies dans lequel il a sévèrement critiqué Israël au sujet de la guerre dans la bande de Gaza et mis en garde contre les risques pour la stabilité de toute la région. Au cours de son discours, il a déclaré qu'Israël menait une guerre brutale contre les civils de Gaza. La crédibilité du système international s'érode en raison des violations du droit international et le Moyen-Orient est au bord de l'explosion. Nous observons la réalité du Moyen-Orient avec inquiétude et responsabilité. Nous mettons en garde contre la poursuite de la politique israélienne irresponsable qui ferme la porte aux espoirs de coexistence pacifique des peuples de cette région. Notre main est tendue vers la paix et le président El-Sisi affirme que la paix est notre choix stratégique. Ici, à TBN Israël, nous continuerons à vous apporter toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Alors continuez à nous soutenir, à partager, à laisser un commentaire, à appuyer sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous aider à toucher plus de monde. Mais la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prier. Unissons-nous donc dans la prière pour que tous les dirigeants du monde entier aient la sagesse de faire les bons choix dans ce conflit. Prions pour les soldats de Tsahal qui se battent à l'intérieur de Gaza, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leur travail, afin qu'ils survivent à cette période intense. Prions pour toutes les vies innocentes, les Palestiniens de Gaza qui se déplacent maintenant vers le sud, vers les zones humanitaires. Prions pour qu'ils soient en sécurité, car le Hamas tente de les utiliser comme boucliers humains. Prions pour tous les civils en Syrie, au Liban, au Yémen, ne soient pas affectés par toutes les fausses informations liées à Israël. Prions pour qu'ils aient Dieu dans leur cœur et qu'ils commencent à aimer le peuple juif au lieu de nous haïr. Continuons à prier pour la paix à Jérusalem.